cette tribune, le nom du métier que nous connaissons bien, que je connais bien. Évidemment, il est très présent lui aussi à Villeurbanne sur différents terrains, différents enjeux d'ailleurs, particuliers à la soie, notamment. Monsieur Stéphane Raymond, qui vient de parler pour Vinci, directeur régional immobilier, c'est ça. Vous avez plusieurs titres, alors je me contente de celui-là. Et Michel Defaou tout à l'heure qui conclura en quelque sorte cette prise de parole et avec lequel nous sommes aussi souvent en collaboration, en dialogue, en présence ensemble sur des opérations comme celle-ci. Bruno Dumétier a dit un certain nombre de choses, donc moi-même par rapport à mon propos, je vais peut-être un peu, non pas le modifier, un peu le modifier, en tout cas pour redire ce qui a été dit. C'est vrai que ici c'est un projet urbain partenarial, on lui occupe plutôt qu'un PUP, je ne sais pas si c'était une meilleure façon de faire. En tout cas, c'est le premier de Villeurbanne qu'on a, il y en a d'autres depuis, hein, mais c'est le premier qui a été engagé. Donc il a une espèce d'historicité qu'il a mis avant les autres, parce que, comme vous l'avez dit, M. Raymond, c'est une opération qui, dans sa conception, dure depuis un certain temps. Et c'était un îlot sur lequel la ville avait de l'attention depuis longtemps, et sur lequel le fait d'avoir des réserves foncières, Bruno Dumétier l'a indiqué, évidemment, nous donnait un rôle particulier, puisque le fait d'être propriétaire, en quelque sorte, du foncier, nous permettait d'avoir un certain ordonnancement par rapport aux constructions et à l'urbanisme. Les PUP, Michel Defaou le dira si peut-être mieux que moi, enfin en tout cas aussi mieux que moi, c'est de l'urbanisme négocié, c'est un contrat financier qui lie la collectivité, métropole et ville d'ailleurs à des opérateurs privés, que vous êtes. Et à travers ce contrat, ces opérateurs participent aux futurs équipements publics. Ça peut être la voirie, ça peut être des classes supplémentaires, même s'il n'y a pas d'école ici au sein de cet îlot. C'est la possibilité d'y avoir des classes ou des équipements petite enfance aussi qui bénéficient de financements liés en quelque sorte à la démographie qui va accompagner l'usage, enfin ces habitations. C'est un type de procédure qui est en train de se développer et ça vient en complémentarité des procédures d'aménagement public plus lourdes que sont les AC. Et donc il y a du côté des opérateurs, ça permet de mener des opérations quand même de plus grande envergure, comme c'est le cas ici, structuré, Bruno Dumétier l'a bien dit. Et du côté des collectivités, ça permet d'aménager un morceau de ville avec une ingénierie, un financement moins lourd que sur les AC, et tout en gardant aussi la maîtrise sur les grandes orientations d'aménagement. Cet îlot, on appelle encore Gervais-Bussière, alors c'est un peu parfait, parce que si je ne me trompe pas, la rue Gervais-Bussière, elle est ici, voilà. Donc l'îlot longe l'avenue Gervais-Bussière, mais il est entre Descartes et Gervais-Bussière. Il était précédemment occupé essentiellement par des activités artisanales, vous avez fait référence, et donc ça impliquait un remembrement foncier dans lequel vous avez participé à travers des acquisitions et à travers aussi la ville qui était propriétaire de réserves foncières, comme je l'ai dit. Il y a eu surtout une expertise urbaine préalable assez longue, parce que l'enjeu était quand même d'ouvrir ce secteur urbain qui était très enclavé. Vous avez deux rues longues, la rue Gervais-Bussière, la rue Descartes, et quand on voulait aller d'une rue à l'autre, il fallait aller soit un bout, qui est la rue Francis de Pressensé, ici, et de l'autre côté, je connais bien Villeurbanne, mais ça, voilà. Donc c'était le fait d'avoir de mettre cette croix, en quelque sorte, d'ailleurs on voit bien quand on voit le plan d'ensemble, c'était évidemment en termes de circulation, d'accès à un lieu qui était très enclavé, c'était quelque chose qui était très intéressant de pouvoir assumer une desserte en cœur d'îlot. Ça entraînait la requalification et le prolongement de l'impasse métrale. On modifie assez peu les noms de rues existants, mais là, l'impasse métrale, d'abord, c'était une impasse, donc elle devenait rue, donc ça justifiait, sur le plan de la sémantique, le fait qu'on puisse changer de nom. Et elle est devenue la rue Marial Cazares, je dirais un mot après les dénominations. La rue Est-Ouest, vous l'avez évoqué, qui fait l'autre partie, la petite partie de la croix, en quelque sorte, c'est la rue Isabelle Sadoyan.
Et puis l'allée piétonne, qui n'existe pas encore, sur laquelle nous sommes ici, puisqu'elle va aller de là à la rue Gervais-Bussière, et qui se rappelle l'allée Jeanne Moreau. Donc je dirais un mot sur ces trois personnes ensuite. Et la création de ces voiries, donc je vais le dire tout de suite, d'ailleurs c'est accompagné de nouvelles dénominations. J'ai toujours porté pendant tous ces mandats une attention assez particulière aux dénominations des noms de rues et de places à Villeurbanne. D'une part en faisant en sorte on tende vers la parité, non pas pour rattraper le retard, parce que sinon il faudra des années, sinon des siècles et des siècles. Donc plus que les dénominations sont plus rares quand même aujourd'hui qu'elles n'étaient au moment de la construction de la ville. Mais là, sont donc, vous l'avez bien entendu deviné ou reconnu, ce sont trois femmes qui ont la particularité, vous avez beaucoup de particularités, mais qui sont toutes liées à l'aventure du TNP. Pas seulement le TNP à Villeurbanne, pour Maria Casares, bien sûr, qui est d'une certaine manière la plus ancienne, qui était associée au TNP de Jean Villard, donc à Chaillot, à Paris. Hein, voilà. Dont on a parlé beaucoup en ce moment, parce que il y a deux. Je vais un petit peu parler de ça, comme ça j'ai un propos un peu différent de mes prédécesseurs et peut-être de celui qui va me succéder. Donc, on a réédité il y a 15 ans les lettres d'Albert Camus, qui a entretenu une relation passionnée avec. Lui-même, il avait une femme, mais en même temps, Maria Casares a été une espèce de permanence amoureuse pendant sa vie, pour elle comme pour lui. Et on a publié récemment, avec l'accord de la fille d'Albert Camus, la correspondance entre Maria Casares et Albert Camus, il y a 2 ans seulement. Il faut attendre un peu le temps puisse faire qu'on en parle avec la distance nécessaire par rapport à leur existence à côté. Et puis il se trouve que là, on est au 60e anniversaire de la mort d'Albert Camus, qui a eu lieu en janvier 60, sur une route de Lyon. Donc il y a aujourd'hui un environnement, je dirais, qui est pour Maria Casares et pour Albert Camus prend une actualité, en tout cas est écrit un peu dans la presse aujourd'hui. Jeanne Moreau, bien sûr, on ne la présente pas. Elle a été, elle, au TNP, à la fois dans le TNP villarien, si on peut dire, à Chaillot, mais elle a été, moi je l'ai vue au TNP de Villeurbanne, il y a déjà quelques années tout de même, mais elle est venue plusieurs reprises dans des pièces, dans des monologues, aussi dans des pièces. Et puis la troisième, c'est la plus locale, c'est peut-être un peu la moins célèbre, si l'on peut dire, mais elle est aussi une actrice du TNP, c'est Isabelle Sadoyan, qui était la femme de Jean Louise, Villeurbannaise, au départ habitant sur les pentes de la Croix-Rousse, immigrée arménienne, une famille, comme son nom l'indique, couturière, costumière, et qui a intégré dès le début la troupe de Roger Planchon, comme costumière, et puis après qui est devenue aussi actrice, et qui a été à la fois dans le TNP de Planchon, et qui a été aussi, lorsque Christian Scaretti, le directeur, a pris la direction du TNP, il a aussi fait revenir d'une certaine manière Isabelle Sadoyan, qui s'était un peu éloignée, qui avait été très présente au cinéma aussi. Et donc ces trois femmes, Isabelle Sadoyan, Maria Casares et Jeanne Moreau, donc sont trois femmes d'abord, trois comédiennes, et toutes les trois liées de manière différente à l'histoire du Théâtre National Populaire, dont on va fêter d'ailleurs cette année le centenaire à Villeurbanne. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de symbolique à ces trois dénominations. Pour revenir au programme que nous inaugurons aujourd'hui, lorsque je suis arrivé tout à l'heure, je suis passé quelques fois, mais bon, je n'avais pas pris la route comme ça, et j'ai eu une approche en disant, finalement, j'aimerais bien venir habiter ici. Voilà. Donc c'est une façon de dire quand même, vous avez parlé d'ambiance apaisée, village, cœur d'îlot. C'est vrai, quand on est ici, moi j'ai connu quand même puisque c'était avant, notamment en fréquentant l'ancienne Majot, maison des jeunes ouvriers, qui était elle-même rénovée, qui est devenue la résidence Yves Chauvin, sur lequel il y a eu aussi un vrai travail de conception commune, hein, notamment à travers les briquettes qui sont présentes sur l'ensemble de ces bâtiments. Et c'est vrai que c'est un bel endroit, qui est à la fois
dans ses volumes, dans une certaine intériorité, si l'on peut dire, vraiment donne envie d'y être. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour tout à l'heure, j'espère bien, pour vérifier cela. Il y a une vraie cohérence d'ensemble. Et la création de ces 3 rues, de l'allée piétonne, là où nous sommes, évidemment, y est pour beaucoup. Et puis il y a aussi évidemment l'architecture et les propos architecturaux qui ont été tenus. L'attention particulière à la végétation, vous l'avez dit et redit, donc je n'y reviens pas, mais tout de même pour dire que là où nous sommes, c'est la ville de Villeurbanne qui fera son affaire de la création de jardins partagés, plutôt potagers. Peut-être seront-ils potagers, mais ils seront d'abord partagés. Et donc, ça sera aussi cette présence-là de la nature en ville à travers des pratiques horticoles qui seront possibles pour les gens qui habitent ici peut-être, mais aussi pour d'autres. On n'a pas encore vu la façon dont ces jardins pourront être partagés en quelque sorte entre ceux qui voudront y venir. Et dire aussi qu'il y a 116 logements au total, 27 ont été confiés à Ex-Métropole Habitat, Céline Reynaud, la directrice, est ici, avec 6 dans ces 27 qui sont des logements pour des personnes âgées, enfin avec un statut un peu particulier, voilà. C'est une demande que l'on formule traditionnellement, la métropole comme la ville, d'avoir une mixité sociale dans des opérations. Donc là, c'est 27 sur 116, ce qui permet une mixité sociale. Et puis, alors, je crois que je dis de bêtises, mais je pense que c'est sur la rivière des Lussières, c'est là que se développe le premier projet hors sol de l'agglomération. Maintenant, on est rentré dans un fonctionnement avec les offices fonciers solidaires qui va faire qu'on en aura d'autres. Et là, historiquement, avec Rhône-Saône Habitat se développe le premier projet hors sol qui est modeste, avec une dizaine de logements, mais avec ce principe, donc, des gens qui viendront, qui n'ont pas la propriété du foncier et qui permet aussi, par rapport à la spéculation foncière et surtout à la hausse du prix de l'immobilier, d'apporter, de mettre un peu le pied sur la pédale de frein. En tout cas, c'est comme ça aussi qu'on le conçoit. Voilà, la résidence Yves Chauvin, j'en ai dit un mot, elle est importante parce qu'elle était avant au fond de l'impasse Métrane. Elle a aussi une histoire dans cette ville, à travers le relais qui gère, l'association de relais qui gère toujours cette résidence, et elle permet d'accueillir, ça s'est fait en lien avec l'Union des industries chimiques, puisqu'elle loge des alternants, c'est-à-dire des personnes qui à la fois travaillent et qui viennent poursuivre une partie de leur formation à l'école de chimie du campus de la Loi. Donc ce sont des étudiants alternants en quelque sorte. Et puis il y a aussi des jeunes travailleurs en quelque sorte qui sont dans des situations plus ordinaires, si l'on peut dire. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est 500 au total, près de 500 nouveaux habitants qui font de la résidence dedans, qui vont venir ou qui habitent déjà là, puisqu'en fait c'est livré, et que pour d'autres opérations Kaufmann, qui s'est fait un peu avant vous, je crois que tous les appartements sont commercialisés. Voilà, donc dans un beau secteur, donc vous avez souligné l'un et l'autre la proximité avec la centralité de la ville, la place Wilson, les métros aussi, le long du Coué-Misola qui sont à quelques pas d'ici. Vous avez même cité le parc de la Tête d'Or. Je disais, en vous écoutant à Michel Lefaou, que le parc de la Tête d'Or est souvent utilisé dans sa proximité. Voilà. Un peu plus loin de la Fessine. Voilà, c'est environ, mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin de grands parcs. Et une bonne desserte, vous l'avez dit aussi, de transport en commun. Enfin, c'est vraiment, je crois, un très joli morceau de ville qui est apparu aujourd'hui. Et on a beaucoup de raisons de s'en réjouir, à défaut de venir peut-être y habiter tout de suite. Voilà. Merci à tous.